Hey, salut tout le monde, c'est Darkhoz pour le deuxième épisode de Dragon Ball Daima. Et putain, quel plaisir de retrouver du Dragon Ball en parution hebdomadaire. Ça rappelle vraiment l'époque Dragon Ball Super où on était des milliers connectés à la même heure sur les plateformes pour mater les épisodes. Et ça, c'est incroyable. J'ai un vrai kiff, mélangé à de la nostalgie, c'est incroyable. On va commencer par un petit résumé de l'épisode de Dragon Ball Daima et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous faire gagner plusieurs choses, notamment, mesdames et messieurs, les 5 premiers tomes de Dragon Ball Kakumei, car si vous ne le savez pas, Darkhoz de Dragon Ball Kakumei et moi, c'est la même personne. Beaucoup ont du mal à faire le lien, mais du coup, aujourd'hui, je vais vous faire gagner les 5 premiers tomes de Dragon Ball Kakumei pour une personne. Donc, restez bien jusqu'à la fin. L'épisode débute avec Shenron annonçant qu'il a annoncé le vœu et qu'il va s'en aller. Goma s'étonne et interroge Shenron lui rappelant qu'il est censé exaucer 3 vœux. Shenron lui répond alors que cela est réservé aux clients fidèles et qu'il n'accomplit qu'un seul vœu pour ceux qu'il ne connaît pas. Nous sommes ensuite transportés à la fête de Bulma où nous retrouvons l'intégralité des personnes avec leur nouveau design d'enfant. On revient donc une nouvelle fois à Goma qui est furieux de son côté et qui explique regretter de ne pas avoir demandé d'abord le 3e œil maléfique. On comprend donc de cette manière que pour lui, ce vœu-là était donc le plus important. Mais ça après c'est logique. Voilà. Il crie à Neva s'ils peuvent rassembler les Dragon Ball du grand royaume des démons et Neva lui répond que oui à condition qu'ils battent en duel les Tamagami. Goma décide alors de recommencer avec les Dragon Ball terrestres, mais Neva lui rappelle qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir à répétition. Et heureusement parce que sinon il aurait été beaucoup trop cheat. Ça aurait été une dinguerie. Goma décide donc d'enlever Dende et d'en faire leur otage afin de s'assurer que les Z-Warriors ne pourront plus jamais utiliser les Dragon Ball. De retour à la fête de Bulma une nouvelle fois, tout le monde commence à réaliser qu'ils ont rétréci. Krillin fait remarquer quant à lui que bien qu'ils aient rajeuni, ils conservent leur esprit d'adulte, donc ils sont plus proches de nains que de vrais enfants. Le rapprochement est vraiment pas fou, mais je pouvais pas faire mieux. Enfin si, mais... bref. Kaioshin intervient alors, disant qu'il a ressenti une mauvaise énergie émanant du palais de Dieu. Goku tente alors de s'y rendre en volant, mais échoue, perdant l'équilibre et s'écrasant sur le buffet. Un mystérieux personnage lui explique que, ayant rétréci d'un coup, il a encore du mal à maîtriser son équilibre. Ce personnage est en réalité Kame Sennin que personne n'avait reconnu. Kibito amène alors Goku, Piccolo et Shin au palais de Dieu grâce à la téléportation. Popo leur apprend que Dende a été enlevé par des individus étranges avec des oreilles pointues venant du royaume des démons. Il mentionne que l'un d'eux ressemblait d'ailleurs fortement à Shin et qu'il s'appelait Degezu. Popo ajoute également qu'il y avait aussi un petit personnage autoritaire et un Namek nommé Neva. Cela surprend Piccolo qui explique que Neva est un Namek légendaire resté au grand royaume des démons il y a des siècles pour protéger les Dragon Ball. Donc on comprend plus ou moins que tous les Namek ont fui le royaume des démons et que Neva s'est sacrifié pour rester là-bas et protéger les Dragon Ball. En tout cas, on le voit comme ça pour l'instant. Shin en déduit quant à lui que c'est Neva qui a manipulé les Dragon Ball terrestres pour les rendre tout petits. Goku demande qu'ils se rendent immédiatement au grand royaume des démons afin de sauver Dende, mais Shin explique que c'est impossible avec le déplacement instantané ou bien un vaisseau ordinaire. Il se souvient alors de son propre vaisseau qui lui a servi à arriver dans le Kaioshinkai et demande donc à Kibito de le récupérer. On découvre alors un vaisseau complètement rouillé et couvert de mousse, similaire au vieux vaisseau Namek vu dans l'arc Freezer. On apprend également que bien plus qu'un manque d'entretien, ce dernier a reçu un grand nombre de dégâts suite au combat de Goku et Majin Buu dans le monde des Kaioshin. Bulma, quant à elle, arrive avec Vegeta et Kibito et estime qu'il faudra au moins 10 jours pour réparer le vaisseau. Pendant ce temps, Goku peine à maîtriser son corps, encore une fois rétréci. Il ne parvient plus à évaluer correctement les distances et a du mal à atteindre ses cibles en combat. Il s'inquiète donc du temps que cela lui prendra pour s'adapter à sa nouvelle taille et décide d'aller chercher son bâton magique afin de corriger ce petit défaut. Pendant ce temps, Vegeta interroge les autres à propos des individus aux oreilles pointues venus du grand royaume des démons. Kibito explique qu'à un moment, il était devenu à la mode pour les Majin de partir à la recherche de liberté, de diriger une planète ou encore tout simplement de voyager.
Beaucoup ont quitté le royaume des démons à ce moment-là, mais cela a ensuite été complètement interdit. Aujourd'hui, seuls ceux qui disposent d'une autorisation spéciale peuvent quitter le royaume des démons. Goku est de retour avec son arme légendaire et demande à Piccolo s'il se souvient, lui, du grand royaume des démons. Piccolo lui répond que non puisqu'il était tout simplement pas né à l'époque, mais qu'il en a déjà entendu parler. Il semblerait que l'endroit où vivaient les Namek était un lieu très agréable par rapport aux autres endroits du royaume des démons. Curieuse, Bulma demande alors pourquoi ils sont partis si c'était si bien que ça. Piccolo lui explique que les Namek n'aiment pas être dirigés par quelqu'un. À cet instant précis, un mystérieux vaisseau apparaît dans le ciel et atterrit devant eux. Popo reconnaît alors le modèle de vaisseau et dit que c'est du même type que celui utilisé par Degezu et ses compagnons venus du grand royaume des démons, bien que la couleur soit différente. Un mystérieux jeune Majin nommé Glorio sort alors du vaisseau. Il semble connaître Goku et lui dit qu'il a une requête. Il souhaite que Goku vienne avec lui au grand royaume des démons pour vaincre le roi Goma. Glorio explique alors que Goma est un Majin maléfique et qu'il a pris la place de Dabra après sa mort. Vegeta, curieux, demande à Shin quel genre de personnage est donc Goma. Shin, qui semble connaître le nouveau roi des démons, répond que c'est un Majin très rusé, devant lequel on ne peut absolument jamais baisser sa garde. Shin demande quant à lui si Glorio est au service du roi du troisième royaume, mais Glorio répond que non, qu'il a seulement reçu l'ordre d'amener Goku. Shin décide donc de les accompagner car son petit frère est impliqué dans l'affaire et il connaît quand même le grand royaume des démons. Bulma les interrompt, voulant examiner de près le vaisseau du démon pour comprendre son fonctionnement et ainsi faciliter la réparation de celui qu'on lui a confié. Vegeta souhaite également venir avec Shin et Goku, mais Glorio précise que l'avion ne peut transporter que 3 personnes au maximum. Shin demande alors aux autres de les rejoindre plus tard avec le vaisseau que Bulma s'apprête à réparer. Shin et Goku partent finalement avec Glorio et l'épisode se termine ainsi. Bref, passons maintenant à la critique de l'épisode. Mais avant cela, c'est le moment du concours et de vous parler un peu avec toute franchise. Depuis quelques jours, j'ai créé un Tipeee afin de m'aider sur la création de vidéos et la création de contenu en tout genre. Je compte bel et bien faire une vidéo à côté de celle-là pour expliquer un peu plus le sujet, mais en vrai aujourd'hui c'est devenu assez important de pouvoir avoir votre soutien indirectement. Comme tu as pu le remarquer, du coup, la quantité de vidéos sur ma chaîne YouTube a grandement baissé. Déjà avec l'arrivée de Dragon Ball Kakumei et de Naruto Shometsu que je scénarise. Mais ça demande aussi plus de coûts financiers qu'avant. Puisqu'aujourd'hui, on taffe avec une mini-makeuse, donc une fille qui fait les miniatures des vidéos. Je bosse avec un dessinateur qui met beaucoup en image les miniatures, mais aussi l'apparence des vidéos pour expliquer des choses dans Naruto ou même les vidéos Dragon Ball. Donc, en fait... Par rapport à avant, je bosse avec une équipe beaucoup plus professionnelle. Je bosse plus tout seul par rapport à avant. Je bosse avec des gens. Sauf que aujourd'hui, créer une vidéo, pour être totalement franc, c'est une 60aine d'euros minimum par vidéo. Et sur des projets à venir, ça va demander des centaines et des milliers d'euros, pour être totalement franc. Par exemple, l'émission Shinobi Kumite qui avait accueilli Inoxtag sur la chaîne il y a 3-4 ans, elle est toujours en cours. Il y a d'autres invités de prévus. Il y a pour l'instant 3 invités qui sont prévus et qui ont accepté de dire oui. Des grandes personnes pour moi de YouTube. Donc qui vont succéder à Inoxtag et donc rentrer dans le classement avec Inox pour savoir qui est le plus grand connaisseur de l'œuvre Naruto. Cet épisode 1 du coup, il a eu lieu pendant le Covid. Donc c'était en distanciel. Le projet depuis longtemps, c'est de faire le Shinobi Kumite avec des invités de la même prestance qu'un Inoxtag, mais sur un plateau. Dans toutes nos régions, il y a des plateaux télé qui sont disponibles à la location. L'objectif est donc de faire passer le Shinobi Kumite tout simplement en plateau avec des équipes techniques. Et tout ça, donc, ça demande de l'argent, ça demande bien sûr des frais pas possibles que je ne peux absolument pas me permettre. Pour la faire simple, les idées sont dans la tête, il y a plein de choses écrites sur mon PC. J'ai jamais eu autant d'idées écrites sur le PC, mais par contre, il manque un coût financier et je me dis que avec des dons participatifs, vous pouvez sûrement m'aider. Du coup, je ne parle pas d'envoyer des sommes exubérantes, je ne dis pas de vous forcer à le faire non plus. Je dis juste que si par tout hasard dans vos mois, vous avez 2 € à offrir à la chaîne Darkose pour
aider à la création de vidéos, pour aider à la miniature, aux dessinateurs à payer derrière, au plateau télé, à pousser plusieurs grands concepts sur des grandes échelles, bah, je suis preneur. C'est peut-être que 2 € de votre portefeuille. En vrai, je ne demande pas spécialement plus. Si c'est juste 2 € et que vous donnez tous 2 €, ça peut aller très vite. C'est très bête ce que je dis, mais c'est très vrai. Si vous êtes en vrai 5000 sur les 92 000 abonnés, si vous êtes 5000 à donner 2 €, on a 10 000. Et là, on peut se faire des concepts de malade. Parce que voilà, il y a beaucoup d'idées écrites. Ça me gêne de demander ça. Mais en vrai, aujourd'hui, j'en ai parlé avec mon équipe et je pense que c'est la meilleure chose. Pour vous, c'est que 2 €. Et pour moi, ça peut relancer la chaîne sur bien des domaines et bien des concepts. Il en est de même du coup pour les Naruto Origins parce qu'aujourd'hui, cette émission va être faite avec une boîte de production directement. Donc bien plus qu'une simple émission YouTube, bien plus qu'une simple vidéo. J'ai envie de la pousser dans des retranchements assez fous. Donc maintenant, je suis en collaboration et je travaille avec une boîte de prod qui est assez connue dans les clips de rap. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de pousser la chaîne encore plus haut, encore plus loin. Mais si le rythme de vidéo a baissé lors des derniers mois, c'est aussi pour ça, c'est que sortir une vidéo, bah, ça demande par contre de l'argent aujourd'hui. Et j'ai pas envie non plus de baisser la qualité de ce que je fais, parce que à mes yeux, si je commence à baisser la qualité de mon visuel, de ce que je fais, de ce que je propose, bah, c'est un déclin sûr et certain. Et à ce moment-là, YouTube ne va plus me mettre en avant, c'est quasiment sûr. Du coup, voilà, vous avez le lien du Tipeee en description. Ça peut être 1 €, 2 €. Vous allez voir que du coup, il y a des petites conditions parce que Tipeee propose beaucoup ça, de faire un palier d'argent que les gens pourraient envoyer. Le plus gros palier que j'ai mis, parce que je ne peux pas faire plus pour l'instant avec mes moyens, c'est du coup de créer votre personnage à vous dans Naruto Shometsu, l'incorporer au manga. Et bien sûr, vous aurez accès à toute la nouveauté et tout le merch de Naruto Shometsu gratuitement. Et du coup, ça arrivera chez vous directement. Mais voilà, vous allez voir, il y a plein de conditions dessus. Je vais essayer d'en rajouter avec le temps. Mais voilà, pour l'instant, j'ai besoin de vous. J'espère que vous serez réceptifs et compréhensifs. Et voilà, maintenant, on passe rapidement, parce qu'on ne parle pas que de ça non plus, à Dragon Ball Kakumei. Pour fêter du coup l'arrivée de Dragon Ball Daima sur internet et en France et dans le monde entier, je vais donc vous faire gagner, pour la faire simple, je le répète, les 5 premiers tomes de Dragon Ball Kakumei, le manga que j'écris avec Rinko et dessiné par Poisson Labo. Donc vous avez les 5 premiers volumes qui sont là, les précommandes sont actuellement terminées, on ne peut plus commander Dragon Ball Kakumei avant un long moment, donc c'est votre occasion à vous pour une personne dans les abonnés, pour une personne qui regarde actuellement la vidéo, vous pouvez du coup gagner les 5 premiers volumes de Dragon Ball Kakumei. Pour cela, rien de plus simple, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo et tu écris dans les commentaires « Je participe » pour gagner les 5 volumes de Dragon Ball Kakumei. Ou un truc du genre, juste « Je participe ». Je veux les 5 tomes Kakumei, tu écris ce que tu veux, mais en tout cas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, c'est très simple. Et dans une semaine, je vais du coup piocher une personne parmi toutes les personnes qui ont du coup commenté tout ça. Et voilà, et du coup, dans la prochaine vidéo, je dirai qui est le vainqueur, il me contactera sur Instagram, et je t'envoie tout ça. Donc voilà, il y a l'occasion de gagner les 5 premiers volumes de Dragon Ball Kakumei, qui sont pas piqué des hannetons. Bref, c'est tout. On y retourne? La critique maintenant là. Bon, pour commencer, il me semble normal de parler du coup des hommages faits à Akira Toriyama dans l'opening et l'ending. Si l'opening présente quelque chose de plutôt subtil avec la mention discrète de l'identité Akira Toriyama dans les sous-titres, il faut bien avouer que le générique de fermeture offre un moment particulièrement émouvant, et ça, on va pas se mentir, c'était extrêmement triste. Pour la faire simple, on voit Goku courir au sommet d'une colline ou d'une montagne, il y a des plumes blanches qui frôlent son visage, il regarde vers les plumes, et on voit un oiseau se former et se diriger vers la lumière, vers le soleil. Voilà, c'est tout. Mais il y a du coup une explication et une signification. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que le nom Toriyama en japonais peut être traduit par oiseau de la montagne. Cette symbolique est parfaitement retranscrite dans la scène. Goku se tenant sur la montagne, les plumes, l'oiseau qui s'envole, et Goku, le personnage le plus emblématique de Toriyama, observant ce départ comme un regard d'emprunt, de tristesse et de nostalgie. À ce moment précis, on ressent comme un adieu de Goku à son créateur.
Et on va pas se mentir, cet hommage-là de Dragon Ball Daima envers son créateur Akira Toriyama est juste magnifique. Au tout début, lorsque Daima a été annoncé, j'espérais que le Toribot apparaisse du coup dans l'œuvre pour rendre un hommage, mais finalement, faire un hommage dans un opening ou un ending, c'est encore mieux, et j'explique du coup pourquoi. À mes yeux, un opening et un ending, c'est écouter, réécouter, on se le remet en boucle. Donc pour moi, un opening et un ending, c'est beaucoup plus intemporel qu'une scène dans un épisode en question. Donc je trouve que rendre un hommage dans un ending, c'est très très bon, parce qu'on va réécouter l'ending et on pensera à l'hommage de Akira Toriyama. Donc c'est trop cool. Maintenant, on va parler rapidement de l'opening parce qu'il montre beaucoup de choses. Tout d'abord, il semble montrer une sorte de tombe en lien avec Glorio, et du coup on se demande qui a été enterré ici et qui est ce personnage par rapport du coup au Majin Glorio. Pour l'instant, je me dis que ça peut être un ami, un sensei ou un parent, et du coup, pourquoi il est décédé et pourquoi Glorio aujourd'hui veut vaincre Goma. Du coup, je me dis rapidement que la mort de ce personnage pourrait donc avoir un lien avec la condition du royaume des démons, du fait que les Majin ne peuvent plus du coup quitter le royaume des démons. Donc c'est mon petit lien pour l'instant, et je me dis que suite à la mort de ce personnage, Glorio veut du coup niquer Goma et toute cette règle qui interdit du coup aux démons de quitter leur royaume. Je me répète énormément. Mais voilà, pour l'instant, je me dis que peut-être que ce personnage qui est mort était malade, peut-être, et peut-être qu'il voulait chercher de l'aide à l'extérieur du royaume des démons, peut-être qu'il a besoin d'un médicament qu'on trouvait ailleurs, je sais pas. Et puisqu'il pouvait pas sortir, il est décédé dans d'affreuses souffrances. C'était terrible, c'était terrible. En tout cas, on verra, mais cette tombe n'est pas ignorée, parce qu'elle a quand même un très grand moment dans l'opening, donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'émotions autour de l'histoire de Glorio. Nous découvrons également que les 3 Tamagami ont chacun une mission. L'un est chargé de protéger les cieux, le second veille sur les océans, et le troisième s'occupe des terres. Cela pourrait donc conduire nos héros à des combats avec des milieux aquatiques, terrestres et aériens. Nous observons également que Goku semble désireux de saisir les Dragon Ball du royaume des démons, mais ces dernières entreprennent un voyage à travers les univers et les dimensions. Donc ça laisse suggérer que pendant Dragon Ball Daima, on pourrait avoir Goku, Piccolo, Vegeta, Bulma et compagnie qui pourraient quitter le royaume des démons pour partir à la recherche des Dragon Ball du royaume des démons encore une fois, pour les invoquer. Pour faire quoi? Je ne sais pas, mais voilà. Pour l'instant, la théorie voudrait dire que puisque les Dragon Ball terrestres sont plus actives et qu'elles sont du coup sur Terre sans la présence de Dende, ça voudrait dire que pour récupérer leur forme adulte, ils n'auront pas le choix de retrouver les Dragon Ball par contre du royaume des démons. Donc voilà. Peut-être pour ça qu'ils vont inventer les Tamagami, c'est pour retrouver du coup leur forme adulte. Et peut-être que du coup avec leur forme petit, ils ont même pas la puissance pour vaincre Goma et leurs hommes. Du coup, pour vaincre Goma, ils devront battre les Tamagami, récupérer leur forme adulte, et du coup on aurait Goku Vegeta adulte et compagnie contre Goma et son troisième œil maléfique. Pour l'instant c'est ma théorie. On découvre également l'apparence de Dabra dans Daima, mais surtout l'apparence de Abra, son père, avec le visuel du troisième œil du démon. Donc chose que Goma optionnera forcément dans la licence, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'en parler, de dire qu'il le veut si il ne l'a pas en fait. C'est logique je pense. À moins que ce soit le Namek qu'il est, parce que le Namek il a tout pour être le futur méchant. Tu sais, le Namek il a un peu ce truc à la Moro, le mec très vieux, très vieillissant, mais quand même puissant, et il va rajeunir pour être ultra cheat. Bah je me demande, putain, est-ce que le méchant, ce serait pas le Namek et pas Goma? Donc ça se trouve, le Namek aura le troisième œil du démon, et ça va le rendre jeune, on sait pas. Mais méfiez-vous du Namek, je pense qu'il sera méchant lui. Méfiez-vous. Et je tiens également à rappeler que le troisième œil du démon aura forcément, je pense, un lien avec Tenshin Han, parce que dans l'épisode 1 de Daima, on voit Tenshin Han avec 2 yeux, il y a une ellipse, là d'un coup il a 3 yeux, on parle dans l'épisode 1 de l'Oculus Terrien, donc le troisième œil du démon. La seule erreur d'animation qu'il y a dans l'épisode, c'est les yeux Tenshin Han, donc je pense que ça a un lien. Donc voilà, méfiez-vous aussi de Tenshin Han, qui est pour l'instant le seul grand absent de Daima avec Gohan. On découvre aussi une créature qui ressemble au Minotaur de Blue Dragon, une œuvre dans laquelle Akira Toriyama a caractère designé plusieurs personnages. Donc clin d'œil ou clin d'œil, c'est un clin d'œil.
En revanche, il y a beaucoup d'incohérences dans l'épisode et du coup, on va en parler rapidement maintenant. Mais avec rapidité, parce que ça commence à être long la vidéo là. Déjà, il y a une nouvelle règle imposée par Shenron qui sort de nulle part, mais maintenant elle est présente, donc on doit faire avec. Normalement, les Dragon Ball créés par Dende permettent donc de réaliser 3 vœux, et là Shenron dit que les 3 vœux c'est seulement pour les clients fidèles, et en gros, si tu réunis les Dragon Ball pour la première fois, tu pourras faire que un vœu, et si tu les retrouves plusieurs fois, si tu invoques plusieurs fois Shenron, tu pourras en faire 3. La règle sort de nulle part, mais elle semble être là. Alors je comprends totalement l'idée d'instaurer une sorte de récompense après avoir réussi la quête des Dragon Ball plusieurs fois. Mais en fait ça a jamais été expliqué dans le lore jusqu'à présent. Cette nouvelle règle sort vraiment de nulle part, créant une incohérence avec ce que l'on savait des Dragon Ball jusque-là. Pour moi et pour l'instant, c'est un point qui restera à clarifier pour la cohérence de l'univers de Dragon Ball. Ensuite, du coup, on découvre la Z-Team, les Z-Warriors, avec leur apparence de bébé et d'enfant. Pour rappel, Goma a souhaité que les personnages ayant affronté Majin Buu retrouvent l'apparence qu'ils avaient à 6 ans. Cependant, on va pas se mentir, ça pose beaucoup de problèmes sur plusieurs personnages. Et on va commencer par Piccolo, car vous l'avez remarqué, je l'ai remarqué, tout le monde l'a remarqué, c'est bizarre. À 6 ans, en fait, Piccolo est censé être bien plus grand que ce que l'on voit aujourd'hui dans l'épisode. Rappelons quand même que lors du Tenkaichi Budokai, lorsque Piccolo affronte Goku, il n'a en fait que 3 ans, et pourtant, il avait déjà une apparence d'adulte. Pour être plus précis encore, Goku avait 18 ans lors du tournoi, et Piccolo venait à peine de naître, entre guillemets, et il avait 3 ans. Au moment du combat contre Raditz, Piccolo approche donc de son 9e anniversaire. En fait, c'est aussi pour ça que la relation entre Gohan et Piccolo est aussi touchante, car en réalité, ils n'ont que 3 à 4 ans d'écart. C'est plus des sortes de petits et grands frères que de relations paternelles en fait. Bref, en fait, ça me fait demander pourquoi Piccolo à 6 ans apparaît aussi petit, alors que Piccolo à 3 ans avait déjà une taille adulte. Alors, ça semble incohérent avec ce que l'on connaît en fait de la croissance des Namek. Donc pour moi, il faut vérifier et check la vraie version originale, du coup la vraie version japonaise, et voir ce qui est dit réellement, voir si c'est pas un souci de trad de français ou américain. C'est possible. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il n'est pas impossible que Shenron ait donné aux héros l'apparence d'enfants terriens de 6 ans, ce qui expliquerait pourquoi ils apparaissent tous si jeunes, y compris Piccolo. Du coup, ce que Shenron aurait fait, c'est pas donnez-leur leur apparence qu'ils avaient à 6 ans, mais redonnez-leur une apparence d'enfant terrien de 6 ans. Donc c'est un petit truc tout con dans l'énoncé, mais ça pourrait du coup justifier l'apparence incohérente de Piccolo. C'est un peu la même chose pour Majin Buu, parce qu'en réalité, Majin Buu il a jamais vraiment été bébé. De ce qu'on peut comprendre, il est apparu en tant que Kid Buu, mais Buu n'a jamais vraiment été bébé, de ce que j'ai pu comprendre à l'époque du flashback, en tout cas de la Toei Animation et du manga de Toriyama. Lorsque Kid Buu apparaît dans le Kaioshinkai pour faire le cul de tous les Kaioshin, dans mes souvenirs, il n'y a pas de Buu bébé. Il n'y a pas de Majin Buu bébé qui existe. Il est né adulte, entre guillemets. On découvre également les versions rajeunies de Mister Satan, de Muten Roshi et de Guimao. Et pour les fans de Dragon Ball, on va pas se mentir, c'est un véritable plaisir. Depuis le temps qu'on nous parle de Muten Roshi, bébé, enfant, jeune, parce qu'il était extrêmement talentueux et que là on le voit enfin, c'est un plaisir, c'est incroyable. On voit également Goten et Trunks sous forme de bébés, mais malgré leur jeune âge, ils parviennent à communiquer par télépathie. Tu l'as peut-être pas remarqué, mais les deux parlent par télépathie. C'est incroyable. En fait, ça prouve à quel point les deux sont vraiment des génies. C'est trop cool. Alors, je dis pas qu'on les verra bébés en Super Saiyan, mais au moins, ils ont une apparition toute bête. De toute façon, je pense que Goten, Gohan, Trunks n'auront pas d'importance dans Daima. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, là, le truc par télépathie était très intéressant. Je viens de le mentionner, mais du coup, l'absence de Gohan se fait également remarquer, bien que l'on sache déjà à quoi il devrait logiquement ressembler à 6 ans. Beaucoup de téléspectateurs auraient aimé voir sa nouvelle apparence dans le style d'animation de Daima. Il est aussi possible que Gohan n'ait pas été affecté par le souhait de Goma, peut-être parce qu'il se trouvait dans une pièce spéciale ou un endroit inattendu au moment du vœu. La théorie sort complètement de mon cul, mais imaginez, je sais pas, il était dans une salle de l'esprit du temps, imaginez, il
Imaginez, il était dans un endroit complètement reculé, où il était parti avec quelqu'un, je ne sais où, et peut-être que le vœu ne l'a pas affecté. Ça m'étonnerait quand même, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, son retour pourrait être très intéressant, car cela nous permettrait de découvrir ce Gohan, là, de 6 ans, sous forme de Super Saiyan, ou même avec son potentiel éveillé. Ça veut dire, en fait, le Gohan de l'arc Saiyan en mode ultime. Oh, ce serait si drôle, incroyable. Je kifferais, vraiment. Parce que du coup, n'oubliez pas que Vegeta et Goku à 6 ans ont quand même le Super Saiyan 1 et peut-être le 2 et peut-être le 3. Pour finir, l'absence de Tenshin Han dans cet épisode est vraiment intriguant et pourrait certainement être lié à son lien avec l'Oculus terrien. Comme je vais donc mentionné dans l'analyse du premier épisode, on l'a montré à la fois avec 2 yeux, puis 3 yeux, bref, j'en parlerai à chaque vidéo, mais c'est vraiment trop chelou. On apprend également que Goma quitte la Terre avec un seul vœu réalisé, mettant temporairement de côté son désir d'obtenir le 3e œil du démon. Neva, quant à lui, explique à son roi que s'il souhaite réellement s'emparer des Dragon Ball du royaume des démons, il devra affronter lui-même les Tamagami. Il est donc pas impossible que Goma se retrouve acculé dans le royaume des démons et qu'il se dise « Bon merde, je peux rien faire face à Goku, face à Vegeta, du coup je vais me faire les Tamagami pour devenir plus puissant et du coup obtenir le 3e œil du démon. » Mais en tout cas, dans un scénario, le fait que un personnage dise « Mais t'as qu'à l'affronter toi-même, tel gars ?» ça présage qu'il va le faire à un moment ou à un autre, à mes yeux. On découvre également les cornes de Mister Popo, ce qui nous permet de comprendre pourquoi il a dissimulé cette particularité physique derrière son turban pendant tant d'années. Cela pourrait donc suggérer des origines qu'il préfère garder secret. Et en vrai, l'idée est toute bête, mais j'aime énormément le fait qu'il y ait une caractéristique physique qu'il n'aime pas chez lui, qu'il renie un peu son passé, et du coup il le cache derrière un accessoire. Je trouve ça trop cool. C'est très triste, et à la fois très touchant. Je kifferais aussi savoir à quel moment Popo a fui le royaume des démons, à quel moment il est arrivé sur Terre, et peut-être découvrir qu'il a, en réalité, fui le royaume des démons avec Katatz, donc le père de Piccolo. Ce serait cool en fait, d'apprendre que les deux ont vraiment fui le truc ensemble, et qu'ils se sont pas rencontrés après. Limite que Katatz a sauvé la vie de Popo, ou un truc du genre. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Parce que pareil, Katatz, on pourra vraiment en parler maintenant, et peut-être le découvrir dans des flashbacks. Ce serait très cool ça. J'aime énormément l'aspect technique qui a été apporté au rapetissement des héros. Contrairement à Dragon Ball GT où Goku acceptait simplement son sort, ici, Goku cherche une solution et s'entraîne dur pour retrouver les réflexes qu'il avait en tant qu'adulte. Pour la faire très simple, Goku c'est pas le gros teubé de Dragon Ball Super. Ça c'est très très cool. Il se rend compte que sa perception en fait elle est altérée et au lieu de se résigner, il réfléchit activement, comprenant qu'il ne peut pas se permettre de passer plusieurs jours à s'adapter. C'est donc à ce moment-là qu'il pense à récupérer le bâton magique qui compensera la portée qu'il a perdue à cause du vœu de Goma. En fait, le problème là actuellement, c'est que Goku n'a pas assez de temps pour retrouver ses réflexes d'adulte. Il peut pas s'entraîner pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Donc il se dit, merde, je vais aller prendre le bâton magique. Si seulement il y avait une salle de l'esprit du temps à côté de moi pour, je sais pas, en plus Bulma m'a laissé 10 jours pour m'entraîner, Bulma m'a laissé pas mal de temps là. Si seulement j'avais un bon délai, rien que un jour pour aller dans la salle de l'esprit et du temps là. Comme ça j'aurais pas 6 ans, peut-être que j'en aurais 7 ou 8. Et j'aurais retrouvé tous mes réflexes, je me serais re-entraîné. Ah là là, faut vraiment que Akira Toriyama dans l'avenir. Non. Avec tout mon respect, putain, je suis désolé, cette faute est si grave. En fait, c'est chaud de me dire qu'il pourra plus faire d'œuvre, déjà. Parce que c'est un génie, que Daima, c'est incroyable. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que scénaristiquement parlant, il y avait la salle de l'esprit du temps à côté de Goku. Que c'était très simple de faire ça, mais ils l'ont pas fait. C'est dommage. Bref, ce que je veux expliquer, c'est qu'on retrouve donc un Goku plus mature, capable de réfléchir aux conséquences de la situation et d'agir, du coup, encore une fois, en conséquence. Lors de la discussion entre Popo et la Z-Team, Piccolo explique qu'une personne lui a déjà parlé de Neva et semble bien connaître sa légende et ses capacités. Et à mes yeux, encore une fois, cela révèle une grande incohérence. En effet, les seules personnes qui auraient pu lui parler de Neva sont, à mes yeux, Popo, Kami-sama ou peut-être le doyen de Namek pendant l'arc Freezer. Cependant, dans le manga Dragon Ball, aucune discussion entre les personnages ne mentionne le Daimakai ou l'existence d'un Namek légendaire.
Donc je suis d'accord, ça pourrait bel et bien être une discussion en hors-champ qu'on n'aurait absolument jamais vue. Mais cette hypothèse semble également improbable parce que en fait, lorsque Dabra a été présenté aux Z-Warriors durant l'arc Majin Buu et que le royaume des démons a été évoqué de vive voix, Piccolo aurait dû réagir ou rebondir sur le sujet en pensant par exemple à Neva. En fait, cette omission met en lumière une incohérence dans la continuité pour l'instant de l'histoire de Dragon Ball Daima. Mais on accepte, on est gentil. Piccolo semble donc avoir acquis une vaste connaissance du peuple Namek, bien au-delà de son propre univers, sans qu'on sache véritablement comment, ni pourquoi. Il affirme que les Namek n'aiment pas être dirigés par un chef ou recevoir des ordres, alors que nous savons très bel et bien qu'il existe une hiérarchie claire sur leur propre planète, avec plusieurs villages, chacun sous la direction d'un chef. Donc forcément, cela pose question, car cette structure montre bel et bien que les Namek vivent avec un système hiérarchique simple et respecté. Alors peut-être que Piccolo voulait dire qu'ils n'aiment pas être dirigés par quelqu'un qui n'appartient pas à leur race, mais ça part très loin, Ou en tout cas, la phrase est mal expliquée, mais voilà. C'est mon côté chieur, j'ai le droit. Nous découvrons également que le vaisseau de Shin ressemble étrangement à ceux des Namek, ce qui amène donc à une révélation intéressante. Ce que l'on croyait être des vaisseaux exclusivement Namek pourrait en réalité provenir en fait du royaume des démons. Et donc oui, Titouan, pendant tout ce temps où tu pensais que ça c'était un vaisseau Namek, et ben non, c'est juste un vaisseau de démons. Ça par contre c'est très cool, ça je kiffe. Cela donc soulève une question encore une fois importante. Pourquoi ces vaisseaux auraient-ils des commandes vocales en langue namekienne? Il y a encore deux explications possibles. Premièrement, il est possible que les Namek aient été les créateurs de ces vaisseaux dans le royaume des démons. Donc c'est un peu la race savante, on va dire. Mais j'y crois pas trop. Deuxièmement, ces vaisseaux ont été retirés du royaume des démons et les Namek les ont modifiés en ajoutant du coup des commandes vocales namekiennes pour que les démons ne puissent plus utiliser les vaisseaux et qu'ils soient maintenant les outils des Namek. Je sais pas, ça on n'aura jamais la réponse je pense, mais je me fais chier quoi, je me fais chier. Lors d'une conversation au palais de Dende, il est révélé que les démons avaient autrefois pour habitude d'entreprendre des voyages, que ce soit pour rechercher la liberté ou pour coloniser des planètes. En d'autres termes, les démons sont une race qui valorise la liberté et ce désir d'indépendance était profondément ancré dans leur culture. Cependant, du jour au lendemain, une interdiction stricte a été imposée, interdisant aux démons de quitter leur royaume sans une autorisation spéciale. Cette fameuse interdiction a donné lieu à l'instauration de systèmes de contrôle comme des commandes de code PIN qui sont désormais nécessaires pour entreprendre de tels voyages. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que Wap-Sama a été créé par quelqu'un, je pense. Et cela soulève encore une fois une question cruciale, je tiens à le dire. D'où vient cette interdiction et qui l'a vraiment imposée? Il est probable que cette restriction a été mise en place par le roi suprême du royaume des démons, un titre autrefois détenu par Dabra et Abra et actuellement par Goma. Je pense qu'en fait le royaume des démons était l'un des peuples les plus puissants du monde parce que déjà il possédait une multitude de démons, les Namek plus leur race à eux quoi. Sauf que puisque les démons voulaient voyager, ça baissait grandement leur pouvoir et leur nombre. Du coup, il y a un roi qui a dû se dire « Non, c'est bon, on arrête les voyages, vous restez avec nous et on reste fort. » Même si les démons voulaient pas ça. Mais je pense que du coup, cette liberté que voulaient les démons faisait aussi baisser leur puissance. Je pense donc que cette autorité centrale pourrait avoir instauré ces lois pour maintenir un contrôle plus strict sur les démons et donc, comme je l'ai dit, limiter leur liberté de mouvement. L'objectif de Glorio pourrait donc être de vaincre Goma afin de restaurer cette liberté perdue et redonner donc au royaume des démons sa nature libre et non restrictive. Glorio laisse entendre que le royaume des démons est composé de plusieurs factions dirigées par différents rois, mais que tous sont soumis à l'autorité d'un roi suprême, à l'occurrence Goma. En tout cas, ce roi suprême semble incarner un pouvoir oppressif qui va à l'encontre des aspirations des autres rois démons plus classiques qui préféreraient une plus grande liberté pour leur peuple. En tout cas, une chose est sûre, le combat entre Glorio et Goma représenterait encore un conflit pour libérer le royaume des démons et cette autorité centralisée.
Ce qui explique donc l'opening où ce ralliement à la cause de Goku démontre que de nombreux démons partagent la frustration de Glorio et qu'ils sont prêts à se battre pour retrouver ce droit fondamental. Et on va pas se mentir, c'est très cool de voir qu'en fait qu'au royaume des démons, bah ils ont de démons que leur nom, qu'il y a des personnes très humains et très gentils. C'est très cool, c'est niais, mais très cool. De plus, la participation de Piccolo à l'aventure implique que nous aurons plusieurs démons aux motivations variées et à la nature variée. Glorio qui aspire à la liberté de son propre peuple, on a également Piccolo qui a trouvé une forme de liberté malgré lui sur une planète appelée la Terre, et on a Dende, un démon devenu le dieu d'un peuple libre. C'est extrêmement cool, En fait, il y a plusieurs structures de démons, et ils ont plusieurs images et vécus par rapport à qui ils sont. Et ça, c'est très bien, c'est très très bien. Ainsi, Dragon Ball Daima pourrait offrir une opportunité d'explorer davantage le personnage de Piccolo et ses liens étroits avec Katats et les Majin. Cette direction s'inscrit parfaitement dans la continuité du travail d'Akira Toriyama avant sa disparition, comme en témoigne par exemple le film Dragon Ball Super Super Hero qui mettait déjà en avant le personnage de Piccolo, et bizarrement, Piccolo, c'était le personnage favori de Akira Toriyama. Donc, dans Dragon Ball Daima, on est vraiment pas loin d'avoir une plus grande mise en avant du Piccolo par rapport à Vegeta et Goku. Et si c'est le cas, je dis oui. En tout cas, cet épisode de Dragon Ball Daima est très réussi et il est important de souligner l'absence de preview à la fin. Car rappelez-vous, à l'époque de Dragon Ball Super, c'était la pire chose. Entre les affiches, les previews, les teasers, les trailers et les bandes annonces, dans toutes les langues possibles et imaginables, on était spoilé de tout. On savait qu'il y allait avoir du Végéto, on savait qu'il y allait avoir de l'Ultra Instinct. On découvrait d'ailleurs l'Ultra Instinct 3 mois avant son apparition. On se faisait spoil tout. Souvenez-vous même du trailer du film DBS Broly, où on découvrait Gogeta, Broly, on découvrait tout dans le trailer avant de voir le film. L'époque de DBS et les trailers, c'était une catastrophe. Dragon Ball Daima, en seulement 2 épisodes, soulève un grand nombre de mystères, et j'ai maintenant hâte de découvrir les prochains épisodes de la série. Il sera donc intéressant de découvrir comment Goku et ses amis vont s'organiser là-bas, est-ce qu'ils vont se séparer, rester ensemble, faire leur bourrin ou pourquoi pas s'infiltrer. J'espère de l'infiltration, offrez-nous un Dragon Ball différent de ce qu'on a connu, avec des explosions partout, des expositions, ils vont faire quoi là-bas? Et dans tous les cas, bref, on va quand même découvrir un nouveau monde encore jamais vu, donc on va découvrir plusieurs royaumes, plusieurs mondes, de la hiérarchie, plusieurs démons. Donc ça va être incroyable, ça va vraiment être du Akira Toriyama à balle, et j'ai trop hâte. À mes yeux, j'ai trouvé l'épisode 2 un peu moins bien que le 1, mais il est quand même très cool. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, on sait que le 1 et le 2, c'est le lancement du projet. Il y a beaucoup d'images, de trucs qu'on avait vus dans le trailer, dans des synopsis. Là, je pense qu'à partir du 3, on va découvrir des dingueries. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, donc c'est trop cool. Merci Daima. Bref, plein de bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas le concours qui concerne Dragon Ball Daima. C'est la fin de la review. Je vous dis à très bientôt. On n'oublie pas le Tipeee. J'ai besoin de vous pour lancer un peu tous ces nouveaux projets et tout. J'aime pas manger, c'est horrible. Mais j'espère pouvoir compter sur vous là-dessus. Il y a d'autres créateurs de contenu qui arrivent à soulever des grands fonds tous les mois pour leurs projets. Donc j'espère que vous serez réceptifs à tout ça. Et auquel cas, on trouvera la solution minime, quoi. On peut toujours faire ça, mais ce serait très embêtant. Je vous le cache pas. Oh, j'aime pas faire ça. En vrai, c'est horrible, horrible, horrible. Bref, des bisous à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et like, commente, abonne-toi, fais-toi plaisir. Viens sur Instagram, viens sur Snap. Viens, on est potes. Viens, on est des potes. Juste ça. Allez, des bisous. Ciao les losers. Oh non, désolé. Waouh, je m'en porte de fou. Bisous les gars.